Donc, je vais vous parler, je vais titrer ça « À la recherche du bon sens ». Je dois dire que j'ai écrit, c'est une présentation qui est écrite à deux, parce que j'ai fait, Casarian et moi, on a revu le texte, et parce qu'on avait publié ensemble trois courts articles, et puis avant, et le livre, donc je reprends quelques-unes des thèses, donc c'est une présentation qui est à deux voix, je dirais. Alors, on avait cherché tous les deux, Christian Gazarian qui est à Neuchâtel et moi qui était à Paris, un axe d'approche. Et on s'était dit, au fond, il y avait un axe spontanément qu'on pouvait choisir, c'était critiquer les incohérences de l'action publique. C'était au fond ce qu'on entendait. Par exemple, sur l'absence de masque, qui était considéré comme inutile, au sens et au pouvoir. C'est-à-dire que les deux étaient liés. C'est-à-dire que, et au fond, de façon un peu évidente, il paraissait plus pertinent d'écouter un avis d'experts médicaux plutôt qu'un avis d'énarques. Euh, et la première question, c'était au fond, pourquoi le pouvoir politique doit-il nous dicter ce qu'il faut faire ou pas faire, vu que finalement le président de la République n'y connaît n'y connaît rien en médecine. Et donc, je crois que les citoyens ont été surpris au départ par le fait que la régulation des comportements en rapport avec l'épidémie, ça avait un rapport, ça puisse relever même de la fonction présidentielle. Ça n'avait rien d'évident. Euh, la question initiale de la plupart des gens me semblait tourner autour de deux exigences. C'était le souci de se forger son propre point de vue qui s'appuierait sur des données raisonnables. Mais le problème, c'était où les trouver et comment savoir si elles sont raisonnables. Comment se forger un point de vue étayé par des avis scientifiques ou des notoriétés crédibles. Et la deuxième question, c'était le problème de la légitimité de ceux qui décrivaient la situation et de ceux qui énonçaient ce qu'il fallait faire. On se disait, il y avait la question post-68 qui émergeait. Au fond, c'était et qu'est-ce qui t'autorise, tout le monde se tutoyait à l'époque, qu'est-ce qui t'autorise à parler ainsi? Et pourquoi où tu parles? Et donc, c'était cette question de la légitimité de ceux qui énonçaient ce qu'il fallait faire. Et les deux questions étaient largement sociales. Euh, C'était aussi le sentiment grave que l'humanité allait peut-être à sa perte. Euh, on entendait par-ci, par-là, et peut-être que je l'ai dit moi aussi, on va tous y passer si ça continue. Je crois que c'est une phrase qu'on a tous plus ou moins prononcée. Donc, la question, c'était quelle contribution l'anthropologie peut-elle apporter dans ce moment qui était au fond unique, on vous sentait, ça, ce moment inattendu et unique. Alors, la question du sens, on vit dans un monde qui fait sens. Le monde, ce n'est pas une surprise constante. La vie s'inscrit dans des habitudes, on a des schémas de pensée, on a une morale. Euh, le sens, c'est-à-dire l'ensemble des repères mentaux qu'on a, c'est pas quelque chose qu'on ajoute à l'événement, mais c'est un élément qui appartient à l'événement même. Euh, en certaines circonstances exceptionnelles, c'était le cas avec la Covid, l'arrivée, on qualifiait l'événement de crise, il y a un aspect réflexif. C'est-à-dire qu'il s'agissait de repenser, au fond, le sens de son existence. Il y avait une sorte de temps d'arrêt. Chacun réfléchissait. Il s'agissait de retrouver un sens et des repères. Alors, on pourrait penser que c'est un processus psychologique. Chacun individuellement cherche des points d'appui. D'une certaine façon, c'est vrai. Mais le récit est socialisé, parce que la société ou la culture offre des solutions. Elle propose des pistes, elle dicte des comportements. Souvent, elle ne laisse pas les gens éperdus. Elle fournit des orientations, elle propose des trames. Alors, c'est le rapport au sens et au pouvoir, c'est très vite dégagé aussi. Une culture met à la disposition de ses membres des sens tout faits qui permettent de se repérer. Et, mais pour qu'un rapport de sens s'impose, il faut aussi un rapport de force. Un rapport de force est nécessaire pour le diffuser, pour l'imposer. Et au sommet d'une pyramide, on a vu assez vite qu'il y avait, au fond, un pouvoir médico-politique. Euh, et à l'intérieur de ces deux pouvoirs, médical et politique, il y avait des tensions. C'est-à-dire que le pouvoir politique, médical parlait de plusieurs voix. Il y avait des nuances, il y avait des contradictions. C'est un champ conflictuel en lui-même. C'est un champ qui était revu différemment d'avant la crise. Par exemple, les épidémiologues, on en parlait très peu avant la crise, ils sont devenus centraux. Euh,
Donc, à l'intérieur du champ médical, il y avait une lutte pour la légitimité, par exemple des légitimités territoriales. Paris contre Marseille, un peu comme il y a l'OM contre Paris Saint-Germain, si vous voulez. La province contre Paris, la domination étatique centralisée contre le leader provincial à Marseille, par exemple. Ce qui dominait finalement, c'était le pouvoir politique. C'est lui qui était le maître du temps. C'est-à-dire que c'est lui qui pouvait dire ben maintenant, on va se confiner. Il y aura, le couvre-feu à telle heure. Pourquoi est-ce qu'il pouvait dominer? Parce qu'il avait les appareils d'État avec lui. La médecine a simplement l'hôpital et les relais de médecins. Ce n'est pas suffisant. Avec l'appareil étatique, il y a l'ensemble des pouvoirs euh, qui permettent la diffusion des idées et la coercition pour ceux qui ne sont pas d'accord. Il y avait les contrôles, les amendes, on sait tous que c'est 135 euros. Il y avait même, j'ai vu, là, pour 3 infractions en 30 jours, 3 750 euros et 6 mois d'emprisonnement possible. Ça devait être assez rare, mais tout. Donc il y avait une coercition possible. Le pouvoir politique et médical était à la fois en conflit, mais il devait être solidaire. Donc, et la question du pouvoir, c'est finalement qui commande. Et on a vu que c'était le pouvoir politique finalement qui commandait. La question du pouvoir, c'est aussi qui le conteste. Et il y avait un ensemble de pouvoirs qui étaient secondaires, on pourrait dire. Par exemple, le pouvoir économique qui nous prédisait une grave crise économique, ce qui est vrai. Le pouvoir religieux qui pouvait avoir un avis sur la question. Le pouvoir des journalistes qui était aussi important puisqu'on écoutait tous les informations. Et puis il y avait aussi il y a une sorte de polyphonie de voix avec les réseaux sociaux et tout ça résonnait comme un grand tout où il fallait chercher à tirer le sens qu'on pouvait et pour nous-mêmes. Évidemment, dans cet ensemble, il ne faut pas sous-estimer l'humour qui a été très important finalement, dans ce temps de confinement. Alors qu'il y avait une sorte de défouloir populaire pour se moquer des pouvoirs, au fond, des pouvoirs en place, du genre l'attestation de sortie qu'on remplit en disant je m'autorise à prendre ce midi un apéro parce que j'en ai besoin et j'aurai fini dans 1 heure. Du genre un employeur en 2027 qui demande à quelqu'un qui se présente il y a un creux dans votre CV, que faisiez-vous en 2020? Et la personne répond ben, je me lavais les mains. Donc, vous voyez, alors la question, c'est trouver un sens réflexif, un sens donné, trouver un sens à un élément invisible, le virus. Et comment savoir si c'est le bon sens, c'est-à-dire que le sens correct à ses yeux. Parce que d'une certaine manière, pardon, le bon sens, c'est toujours le sien. Et l'autre étant s'il pense de façon différente dans une certaine erreur. Alors, le sens a aussi rapport avec l'appartenance. L'apparition du virus a ravivé le sentiment de la communauté. Il y a eu des expressions de solidarité sur lesquelles on a insisté, ce qui s'observait, par exemple, quand on applaudissait les soignants. Mais il y avait aussi il y avait donc des gestes solidaires, par exemple des jeunes qui sortaient faire les courses pour les anciens, qui craignaient de sortir. Mais il y avait aussi des gestes abjects, il y avait les deux en même temps. Par exemple, le rejet des infirmières qui revenaient dormir chez elles parce qu'elles risquaient de contaminer les voisins. Donc il y avait les deux aspects qui étaient lisibles. On avait écrit aussi sur le confinement pouvait être appréhendé comme un rite de passage collectif. On retrouvait les 3 phases que distingue Van Gennep. En premier, il y a la séparation de l'individu et de son groupe. L'État nous a ordonné de nous isoler. En second, il y a la liminarité, la phase intermédiaire. On n'était plus dans l'ancien monde, mais on n'était pas encore dans le nouveau. Le nouveau tarde toujours à venir, d'ailleurs. Donc, tout un vocabulaire s'est élaboré, plusieurs centaines de mots, distanciation sociale, gestes barrières, enfin, j'en passe. On a longtemps été dans l'indétermination sans savoir de quoi demain serait fait. Et en troisième phase, il y a la réincorporation qui se fait peu à peu, grâce au vaccin, grâce à un ensemble de facteurs. Nous retrouvons les nôtres, mais autrement. Nous n'avons pas encore revu nos amis comme auparavant. Il y a de nouveaux rituels de salutation, évitement des bises,
poignée de main poignée de main au profit du point contre point. Il y a une fonction on pourrait dire, de rassurance de ces formes proposées et pré-pensées, qui sont des sortes de modèles, de patterns, comme pour se retrouver. La question du sens, c'est lié à la confiance et au sentiment d'appartenance. Et puis la question, c'était pour chacun, à qui se fier. C'est la science qui donne le mieux le sentiment de vérité pour quelqu'un comme nous, sans doute, et opposé à l'erreur. Mais le problème, c'est que dans la science, il y a de multiples voies, et la science est basée sur l'expérimentation. Et l'expérimentation donne des résultats très parcellaires, très, très hypothétiques aussi, puisqu'il faut les revérifier, et qui sont des résultats en fonction de certaines variables. Et donc, pour s'édifier une croyance, pour s'édifier une connaissance qui paraît stable et confiante, il faut toujours une part de croyance dans les autres, une part de sens qui vient des autres et qui n'est pas scientifiquement fondée. Par exemple, quand un médecin parlait sur une chaîne de télévision, il parlait devant son hôpital, il paraissait la voix de la science. Mais finalement, il ne pouvait savoir que des choses de façon parcellaire, lui aussi. Parce que c'est difficile de lire toutes les publications sur le thème, d'être un clinicien à l'hôpital, d'étudier les statistiques, de prévoir l'évolution des contagions, de savoir quel est le meilleur traitement. Ces travaux, ça suppose des équipes. Je termine en disant que le sens n'est jamais loin du bon sens. Le bon sens étant le sens que nous nous attribuons pour nous. Le sens que nous donnons, même s'il est en partie arbitraire, suppose une confiance dans les autres. La culture est largement une option qui nous permet de nous rassurer, de continuer à vivre en pensant que nous savons, au moins en partie, ce qu'il faut faire et comment vivre. La croyance des autres, si elles sont divergentes, c'est toujours la rumeur, la fake news ou l'idée reçue, ou une désinformation, et puis au pire, le complotisme. Et la fonction de cette production de sens, de bon sens, consiste avant tout à rassurer les émetteurs en stabilisant autant faire que peu leur environnement médical, social et mental qui est ébranlé par l'apparition d'un virus qui est pourtant invisible à l'œil nu. Sur ces points, je crois que du sens, du pouvoir, je crois que l'anthropologie avait et a des choses à dire et à partager. Merci à vous.